Bonjour, merci d'être là. Merci à la Société d'Histoire de m'avoir invité à donner cette conférence et merci à Denis Tremblay d'avoir participé à toutes les étapes d'élaboration de cette conférence. Sans lui, elle ne pourrait pas exister. Avant de plonger dans les images, un mot pour, concernant le contexte au sujet de la British American Land Company, c'est-à-dire la BALC, comme on dit couramment. C'est une compagnie privée par action créée en 1834 pour acheter les lots de la couronne, les terres publiques, dans l'ensemble des cantons de l'Est qui n'avaient pas déjà été concédés jusque-là, afin de les revendre ensuite aux gens qui s'y installeraient. En contrepartie, il y a un investissement à faire de sa part pour acheter les lots, mais aussi elle doit contribuer, la BAC, à créer des conditions propices à la colonisation. La création de routes notamment. Et ce type d'investissement-là de sa part peut être considéré par le gouvernement de l'époque, par le gouvernement colonial, comme une partie des versements à être donnés pour l'obtention des lots. Elle devait aussi et pouvait aussi euh, créer d'autres conditions, comme par exemple la construction de moulins qui potentiellement pouvaient devenir pour elle une source de profit aussi. L'autre élément de contexte à donner d'emblée concerne les arbres. Euh, les deux grandes catégories d'arbres dont on va parler, les résineux et les bois francs, présentent une différence d'ordre pratique assez fondamentale quant à leur transport et à l'exploitation des forêts. Les résineux flottent bien et les bois francs flottent mal, du moins quand ils sont récemment coupés. Alors, c'est ce qui rend compliqué de les flotter, voire impossible la plupart du temps. Alors, à partir de ces éléments, on va plonger en images ensemble. Alors, première chose à considérer, c'est le secteur dont on va parler aujourd'hui. Le trait qui crée ici l'ensemble du pourtour correspond au canton d'Orford tel que créé en 1801, c'est-à-dire 33 ans avant la création de la BAC. Le trait ici, au centre, correspond à une division qui va nous être utile tout au long de la présentation. En fait, la grande forêt dont il sera question aujourd'hui correspond essentiellement à celle que l'on trouvait dans la partie ouest du canton, ici, dans ce que je vais appeler souvent le carré ou notre carré d'études pour les fins de la journée. Euh, le canton, vous pouvez le constater, allait à l'origine de la rencontre de la rivière Magog avec la rivière Saint-François, donc de Saint-Sherbrooke, jusqu'au mont Harford, ici, sur lequel la ligne passe. On reconnaît ici au sud le lac Magog, le secteur actuel de Cherry River, le mont Harford, le mont Chauve, les lacs du nord-ouest, lac Stouclay, lac Beaucœur, chaîne des lacs, Fraser, Brompton, Montjoie. Voilà les composantes naturelles essentielles. Ajoutons à ça qu'ici au nord, on voit bien par le vert forêt, une zone qui est encore très forestière et qui prolonge d'une façon naturelle notre carré d'études. Il en sera donc tenu compte beaucoup encore de la présentation. Enfin, un petit coup d'œil pour aider à se situer. Ici, on voit le trajet de l'autoroute qui traverse notre secteur d'études, avec ici un secteur parallèle au boulevard Bourque. Donc, quand on passe sur cette section-ci, on est donc dans la pointe sud-est de notre secteur d'études, près du lac Magog, même si on ne voit pas de l'eau. L'arpenteur Weiss parcourait ce secteur-là en 1837 en vue du transfert de propriété des lots de l'ouest d'Harford. Ce n'était pas encore fait dans leur cas. Et c'est l'ouest d'Harford qui correspond à notre carré d'aujourd'hui. Alors, on trouve les pourtours du canton, Sherbrooke, le mont Harford à l'ouest, et les lots dont Weiss fait l'arpentage, qui correspondent à notre carré. Alors, faire les lots, dans son cas, ça veut dire parcourir toutes les lignes des pourtours et les lignes de division entre les rangs. Les rangs, à ce moment-là, évidemment, ne correspondent pas à des chemins de rang, mais bel et bien à des rangées de lots prédéterminés dont il doit
assurer le positionnement exact dans la forêt. En même temps, en suivant chacune des lignes, il note les types d'arbres qu'il rencontre, présence de pins, d'érables, de hêtres, d'épinettes, donc résineux, bois franc qu'il rencontre à profusion. Sur le dessin aussi, on a forcé en rouge un trait qui Weiss a lui-même créé, c'est-à-dire une route que la Balck a fait construire dès 1835-36 entre Sherbrooke et Waterloo, où elle rejoignait une route de Montréal existante. Donc, ça aidait la liaison Sherbrooke-Montréal. Par ailleurs, Weiss indique en pointillé ce qu'on voit ici, deux chemins, le chemin Sawyer, le chemin Hoyt, qui peuvent correspondre à des chemins de déboisement créés dès la création du grand chemin en haut. Le Sawyer est lié au lac Magog. Le Hoyt est lié à une section ici, au nord du secteur de Magog, où il constate déjà des défrichements qui ont été faits. Il inscrit le mot Squatterville. C'est-à-dire qu'à cause de l'ambiguïté de la situation, la Balck n'est toujours pas entièrement propriétaire de ces lots-là, mais laisse des gens s'installer. Alors, ça crée une situation ambiguë de squatteurs ou de quasi-squatteurs. Le même secteur revu sur un plan créé par la Balck, qui est en fait un détail d'un vaste plan qui montre tous les cantons de l'Est, et en rose, tous les lots que la Balck considère comme étant siens, qu'elle peut vendre. C'est un plan promotionnel. Toutefois, on l'a vu, la Balck doit recevoir les titres de propriété au fur et à mesure qu'elle fait des versements ou des investissements. Or, elle n'est pas propriétaire de tout encore. Elle possède bel et bien, en 1939, certains lots reçus dès 1936 à l'est de notre ligne de démarcation. D'autres, un ensemble assez vaste et compact aussi, dans Attelé au sud, lui appartient bel et bien et complètement depuis 1936, mais ce n'est pas encore le cas de tous ces lots roses-là qui forment au fond la majeure partie de notre secteur d'études, même si sa route traverse la section. Donc, elle détient, si on veut, une promesse de vente sur ces lots-là en 37-38. En 37-38, aussi, la Balck donne des contrats pour faire produire du bois, dont on sait que c'est du bois qui va être descendu sur la rivière Magog jusqu'à sa moulin de sciage qui lui appartient, une scierie qui lui appartient à Sherbrooke. Les contrats sont donnés à Sawyer, dont on a vu le chemin, mais qui en fait, lui, est de Attelé. Il est très possible qu'une bonne partie de ces contrats-là touchent des lots de Attelé, en particulier ses propres lots. Pas impossible que certains proviennent aussi des lots promis au nord, mais c'est moins sûr. Par ailleurs, on voit sur la carte, au nord, des lots qui sont encore sous le contrôle de la couronne. À l'ouest, c'est des lots qui couvrent l'essentiel du mont Harford, qui appartient à ce moment-là à une famille, la famille Felton, qui avait reçu ces lots-là par concession avant même que la Balck existe, quelques années auparavant. À l'est aussi, la famille Felton est propriétaire, a reçu par concession de nombreux lots dans Ascot et dans Harford, de chaque côté de la rivière Magog, dont les lots ici qu'on retrouve dans le sud-est de notre secteur d'études. En 1853, on retrouve notre même zone d'études, le canton toujours, notre carré, et en gris, les lots de la Balck. Soit qu'ils appartiennent, comme ici dans l'est du canton, ils en ont beaucoup. Ils sont à vendre, pour la plupart, sans doute. Au sud, certains lots dans Magog, le bloc de Attelé, dont ils sont dûment propriétaires depuis 1936, et dans l'ouest d'Harford, tous ces lots-ci, en gris foncé, qui appartiennent bel et bien à la Balck depuis 1848. Et à ce moment-là, donc, on peut dire que la Balck, à partir de 1948, était propriétaire des lots de la majeure partie de notre secteur d'études, ce qui lui permettait soit de les vendre, comme prévu dans l'entente avec le gouvernement, soit aussi d'en exploiter le bois.
Or, en 1853, c'est ce qu'elle fait, par exemple. Elle prépare une entente qui va être signée en 1954 avec un Brooks de Sherbrooke afin de livrer à la série de Sherbrooke et même de prendre le contrôle de la série de Sherbrooke pour la BAC et de s'approvisionner en bois, l'acte le dit, sur les lots qui appartiennent à la BAC dans Orford ou dans Athlée. Donc, partout où la BAC possède des lots dans ces deux cantons-là. Par ailleurs, la BAC se réserve le droit de vendre des droits de coupe à d'autres dans des zones qui ne seraient pas exploitées par Brooks. Par exemple, dans la section nord, ce qui m'amène à parler des bassins versants. C'est important pour la coupe et le transport de bois, la question des bassins versants. Par exemple, tous les lots de la BAC qui se trouvent dans la moitié sud de notre secteur d'analyse font partie du bassin versant du lac Memphremagog et de la rivière Magog. C'est-à-dire que les ruisseaux amènent l'eau en direction de la rivière Magog, soit directement, soit en passant par le lac Memphremagog. Rivière aux Cerises, toutes ses branches, ruisseau Castle plus à l'ouest, d'autres ruisseaux ici plus à l'est, et ainsi de suite. Par ailleurs, au nord, les ruisseaux, à partir à peu près du milieu ici, nord-sud de notre secteur, les ruisseaux se déversent vers le lac Brampton, y compris tous les lacs du nord-ouest qui se déversent dans le lac Brampton, qui lui se déverse dans la rivière au Saumon, qui, elle, aboutit à la rivière Saint-François au nord. Enfin, le lac, ce qu'on appelle aujourd'hui le lac Montjoie, qui est à l'époque le lac Brewster, se déverse dans le ruisseau Quai, qui lui aussi va se déverser dans la rivière Saint-François au nord-est. Donc, quand un Brooks exploite du bois pour la BAC, sur les lots de la BAC, il est beaucoup plus simple et il s'agit toujours à cette époque-là de résineux, essentiellement des années 30, années 40, 50, c'est encore vrai, pin et épinette. Donc, il est beaucoup plus simple d'être près des ruisseaux qui vont permettre de descendre les bio vers la Magog et de là à Sherbrooke que vers le nord. 1871, on reconnaît notre même secteur. Les choses ont un peu changé. Au nord, les terrains qui étaient sous contrôle de la couronne depuis le début ont été concédés à deux frères, des Cook d'Ontario, des marchands de bois. Donc, on peut penser qu'à partir de là, eux peuvent faire du commerce de bois en utilisant soit le ruisseau Quai ici, et d'ailleurs, on sait par un acte notarié que, au moins dès cette époque, fin des années 60, début 70, il y a un barrage ici qui permet de contrôler le lac Montjoie afin essentiellement de préparer du flottage de bois. On amène les bio sur les lacs et au printemps, on se sert du barrage pour contrôler le passage et la descente des ruisseaux des bio sur le ruisseau attenant. C'est vrai aussi pour le lac Brompton qui se déverse dans le lac de la rivière au Saumon, où il y aura un barrage ici au nord pour contrôler le débit. Mais on s'en doute, la BAC, Brooks qui travaille pour elle, ou d'autres ensuite, n'ont pas intérêt à couper d'arbres dans ce secteur-là. Ce serait trop compliqué de les monter pour les redescendre ensuite, alors que toute la partie sud est utilisable. Par ailleurs, dans le territoire même de la BAC, à l'intérieur de notre carré, on voit apparaître plusieurs zones importantes d'implantation, de colonisation. Dès 1837, Brooks, l'arpenteur Weiss, avait vu donc du défrichement et qui était sous la supervision d'une famille de Magog, des Hoyt. Ensuite, en 1952, il y avait là au moins une famille, celle d'Isabella Hoyt, mariée à William Ryder, un Américain, et dont leurs filles vont marier des Buzzell, Whittier, Aldrich, toutes ces familles qui vont faire la communauté de Cherry River, anglophone, généralement adventiste à cette époque-là. Au nord-ouest, et même un peu avant que Cherry River se développe, la BAC a fait, dès la fin des années 40, des ventes, des cessions de l'eau à des ménages après quelques
ménages britanniques dans les années 30, mais peu. Elle fait essentiellement des concessions à des familles francophones qui arrivent directement ou à une génération près de la vallée du Saint-Laurent, en continuité avec le développement de Stockley-Nord, ici, paroisse de Bon Secours. La Balque a commencé à recevoir comme ça des ménages canadiens-français, comme on disait, en 1848, pour des raisons à la fois pragmatiques. L'arrivée des immigrants britanniques qu'on prévoyait au départ a été très peu très faible, disons, l'arrivée a été faible par rapport à ce qu'on attendait. Et par ailleurs, politiquement, ça a été difficile dès le départ. Et ça, en 1948, ce serait devenu intenable de ne pas accueillir des ménages canadiens-français. De même façon, ici, au sud du lac Fraser, donc au nord de ce qui va devenir le secteur de village de Cherry River, on a un certain nombre de lots conçus pour recevoir des familles canadiennes françaises, ce qui a été le cas. Dès 52, 53, on trouvait des ménages, mais en 71, il en reste tout au plus deux ou trois. Les données sont ambiguës. Et certainement, à la fin du siècle, il n'y en a plus du tout. Probablement d'abord parce que ce sont des mauvaises terres, difficiles à cultiver, et peut-être parce que la Balque aurait souhaité elle-même vendre du bois vers le nord et même vers le Saint-Laurent, et qui sait pour de l'exportation via le lac Brompton, et que ça n'aurait pas marché, mais on n'a pas de données claires là-dessus. En contrepartie de ce secteur-ci qui a peu fonctionné, la Balque a vendu des lots à quelques familles ici, plus haut sur le plateau, qui étaient donc plus proches des ruisseaux du bassin versant Magog, et aussi de la possibilité de travailler près du lac Montjoie. Il y a même une de ces familles-là, ce sont largement des Gendrons avec d'autres de familles, des Baudettes et autres, qui s'installent dans ce secteur-là. Ça reste un petit milieu, si on veut, francophone dans ce secteur-ci, que j'appellerais le secteur des Gendrons. Dans le secteur nord-ouest ici, c'est George Bonally qui est l'agent qui s'occupe aussi de Stoucley et qui s'occupe aussi de tous les lots d'ici de l'ouest d'Hartford, mais qui est lui-même installé dans ce secteur-là. Alors, on l'appelait le secteur de Bonally Mills parce qu'il est aussi propriétaire de moulins. Alors, ce sera notre secteur Bonally. Enfin, la montagne est passée avant 71 des Felton à des Nagel, marchands de bois de Richmond sur la Saint-François, dont les fils, notamment Parker Nagel, s'installent dans Rock Forest, construisent un moulin et, selon toute vraisemblance, les recherches sont encore à poursuivre là-dessus, fournissent en bois la Balque à partir probablement des forêts de notre secteur d'études, soit en passant à travers Cherry River, du bois prélevé au nord ici, soit sur leur propre terre à eux, sur celle de la Balque ou d'autres secteurs comme ici. Dans le fond, c'est possible que les Nagel remplacent les Brooks pour un certain temps dans l'exploitation du bois. On a ici une belle image par un photographe du studio Notman du mont Harford, vu de l'ouest du secteur du lac Harford. Et sur un détail, on voit bien le haut sommet et les sommets secondaires qui sont presque complètement dégarnis. On voit donc beaucoup moins d'arbres qu'on en voit aujourd'hui, ce qui laisse comprendre qu'on avait déjà coupé beaucoup de bois à ce moment-là sur la montagne qui appartenait jusque-là à des Felton puis à des Nagel. On voit aussi un autre détail de la même photo, un groupe de troncs, de chicots morts, probablement de pruches. C'était un autre bois beaucoup exploité à l'époque pour l'écorce qui donnait du tan utile dans les tanneries, et on en exploitait beaucoup dans l'ensemble des cantons de l'Est. Comme il fallait faire la coupe au printemps, alors que la neige était fondue, c'était difficile de récupérer le bois, et la plupart du temps, on laissait les chicots morts soit debout, en prélevant l'écorce sur le tronc même debout, ou en coupant l'arbre et en prélevant l'écorce par terre. Avançons encore un petit peu dans le temps jusqu'à une image créée en 1881, c'est un très beau dessin qui montre toute la ville de Sherbrooke en détail, dont ici le secteur où se trouve le moulin à scie, la scierie
de la BAC. On voit ici des piles de bois coupées et on voit les bio sur ce qu'on appelle aujourd'hui le lac des Nations, qu'on appelait alors le Mills Pond, l'étang des moulins, et sur lequel on voit les bio contrôlés au moyen d'estacades et qu'on achemine vers le moulin. Ce moulin-là a été... dès les années 30, il y avait un moulin dans le secteur. La BAC l'a fait reconstruire en large partie par Brooks dans l'entente de 1854, réagrandi et réamélioré encore en 1872. Et on voit ici son état qui va être maintenu à peu près jusqu'à la fin du siècle, du 19e siècle. Alors, ce qui m'amène à 1898, à cette fin de siècle, alors que la BAC a toujours ce moulin-là à l'emplacement qu'on vient de voir, et qui, selon un bel album illustré de cette année-là, 1898, nous dit que la BAC puise son bois, qu'elle utilise probablement encore des résineux, pin, épinette. C'était le cas depuis les années 30. On a toujours maintenu les résineux comme essence privilégiée pour le boissiage, le bois de construction. Donc, qu'elle puise son bois dans ses lots d'Orford. Il n'est plus question dans ce texte-là d'atteler, mais dans la partie est d'Orford, la BAC ne possède plus que très peu de choses, ici, près des implantations des Neagel, des installations des Neagel, et donc le principal bassin reste toujours notre secteur à nous, un peu au nord des lots cédés à des cultivateurs de Cherry River, mais surtout encore, probablement, toutes ces zones, ruisseaux rouges, ruisseau Fabi, qui se déverse vers la rivière Magua. Par ailleurs, on voit bien par les couleurs qu'il y a d'autres joueurs à la fin du siècle qui sont arrivés dans notre carré de jeu, des nouveaux joueurs. Par exemple, ici, en brun, c'est des lots remembrés par un Ross, Hector Ross de Sherbrooke, qui achète des lots et qui possède aussi un moulin ici sur le ruisseau Quai, mais qui semble surtout vendre du bois à d'autres producteurs. Et ce qu'on voit en fait, c'est ici, c'est le processus achevé en 1901 de ces propriétés-là qu'il a regroupées et pour une exploitation dans le bassin du versant du ruisseau Quai. Au nord des lots de Ross se trouvent en lilas les lots de la compagnie Tourville de Pierreville. Pierreville se trouve sur la Saint-François, près du Saint-Laurent. C'est une compagnie importante et dont on voit ici l'extrême limite des lots de concession, des lots forestiers. Et elle utilise le lac Brompton, c'est clair dans les actes, excusez-moi. Elle utilise notamment le lac Brompton pour descendre même des lots secondaires, des bio dans le lac et via un barrage ici dont il est question dans ces actes-là, depuis les années 1870. Un autre joueur majeur du même secteur, en vert, Williamson et Crombie, qui eux étaient présents depuis beaucoup plus longtemps, d'abord avec un moulin à Kingsbury, plus au nord sur la rivière au Saumon, dès 1854, et qui ont acheté des lots progressivement jusqu'à entrer dans notre secteur d'études en 1889, en achetant ici ces lots-là, incluant des droits de coupe dans des lots qui avaient été plutôt concédés à des compagnies minières plutôt qu'aux Brooks dont j'ai parlé plus tôt. Donc, Williamson et Crombie, ici, entre autres, par exemple, occupent les lots situés de part et d'autre de la partie nord du lac Boker. Ici, en rayé orange et noir, ce sont des lots que commence à exploiter une compagnie d'Eastman qui est installée ici avec des lots à bois dans Stouckley. Et ici, le long du lac Stouckley, par exemple, elle peut commencer à exploiter du bois. La même compagnie d'Eastman est aussi installée dans ce secteur-ci de la montagne, d'où elle pourra amener du bois soit en glissant sur la neige par traîneau des bio, soit en mettant des bio sur les rails qui sont là depuis les années 1880 pour les amener 2-3 km plus loin à leur moulin-ci. On a ici Menoche et Bienvenue
qui ont acheté cette partie-là de la montagne à la toute fin du siècle et qui produisent pour leurs propres besoins, semble-t-il. Ce sont des fabricants de contenants de bois, incluant ici un contrat qu'ils font pour d'autres de couper toutes les épinètes disponibles. En fait, ils ont acheté ce terrain-là, cette section-là, en 96, d'un joueur important, qu'on voit ici, une section rouge sur la montagne, qui a remplacé les Felton, qui avait été remplacé par les Nagel. Il faut dire que les Nagel ont joué gros pendant les années 60, mais la crise économique des années 1870 leur a fait beaucoup de tort. Ils sont restés à Rock Forest, mais ont perdu beaucoup de marge de manœuvre. Et ce sont Prouty Miller, des marchands de bois et producteurs, propriétaires d'une grande scierie à Newport, au Vermont, à l'extrémité sud du lac Memphremagog, qui ont racheté la montagne au début des années 80. On les retrouve aussi, les mêmes Prouty Miller, sur le rang 13, la partie haute du rang 13, où ils font, à la fin des années 90, de l'exploitation du bois, tout en rendant possible à des ménages de s'installer sur les zones défrichées, le long du chemin qui va séparer ensuite et desservir les rangs 13 et 12 dans ce secteur-là. On retrouve encore notre secteur ici que j'appelle des Gendrons, un peu plus au nord. Par ailleurs, la zone qui avait été créée au sud du lac Fraser, on l'a dit, a été à peu près abandonnée, sauf comme terre à bois. La banque possède toujours des lots dans ce secteur-ci, tandis que tous les autres lots ici plus au sud appartiennent désormais pour l'essentiel à des habitants de Cherry River anglophones qui souvent, en plus de leur terre comme telle, possèdent un lot à bois. La période des billets d'occupation temporaire est terminée. Ils sont bel et bien propriétaires et ils peuvent vendre du bois comme bon leur semble, notamment à Prouty Miller, qui est un acheteur potentiel actif. Terminé ici avec les Mason et Bourright de Mansonville, qui ont eu des droits de coupe pendant un certain temps, mais ne sont pas restés actifs très longtemps dans le secteur. En fait, je montre cette image-là qui est pour montrer l'arrivée de tous ces nouveaux joueurs importants, mais aussi pour annoncer la fin de quelque chose. En 98, c'est le début de la fin, à vrai dire, pour la grande présence de la BALC dans notre carré d'études. C'est qu'elle va tout vendre en 10 ans, de 1899 à 1909, ce dont on voit ici le résultat. Alors, on voit bien, entre autres, Williamson et Crombie, qui étaient propriétaires depuis 1889 des lots jusqu'ici. Ils ont eux-mêmes vendu à Boissé et Ménard certains lots, peut-être après avoir eux-mêmes exploité beaucoup les résineux, et que Boissé et Ménard commencent en 1908 à s'intéresser au bois franc. C'est une tendance nouvelle au début du 20e siècle que les scieries s'intéressent au bois franc autant, sinon plus, qu'aux résineux. Donc, Williamson et Crombie est allé jusqu'à l'extrême limite jusqu'à l'extrême limite sud du lac Brompton et peut exploiter des lots pour sa série de Kingsbury. De même, Prouty et Miller du Vermont, à l'autre extrémité du lac Memphremagog, ont acheté en 1903 et 1908 tout ce qui pouvait rester disponible au nord de Cherry River ici, afin d'exploiter le bois, même si la partie la plus au nord fait partie, dans le fond, du bassin versant du lac Brompton, et ce sont des bio qui doivent donc être transportés un peu plus haut pour ensuite être redescendus vers le lac Memphremagog. Ils avaient été présents ici dans le rang 13, le haut du rang 13. On les retrouve, les mêmes Prouty Miller ici, sur tout le rang 12, où ils ont la même approche, c'est-à-dire exploiter le bois tout en permettant aux familles de cultivateurs de s'installer. Ce secteur-ci, contrairement à l'ensemble de Cherry River, est très largement francophone, par opposition à Cherry River qui est toujours à la fin du siècle, largement anglophone. En fait, les secteurs des rangs 12-13 ici,
la partie haute des rangs 12-13 sont associés au secteur des Gendrons, dont il a été déjà question. À ce secteur-là, je mentionne ici déjà aussi la présence à l'est de notre secteur d'études, mais c'est important pour le contexte, disons, social. Les rangs 6, 7, 8 ici deviennent, avec les rangs 12 et 13 plus à l'ouest, la base de ce qui va donner qui donne la paroisse et le canton de Saint-Élie, pas le canton, mais la paroisse et la municipalité, pardon, de Saint-Élie-d'Orfeux, qui couvre une zone couvrant à peu près ce secteur-là. Ce qui m'amène aux autres forestières présentes dans le bois. Ici, on avait tantôt en brun, c'était Ross, Hector Ross. Il est resté présent, mais d'abord en s'associant avec des Fletcher. Ensemble, ils ont agrandi leur territoire et toujours en transportant, vendant le bois par le ruisseau Quai. Par ailleurs, Ross cède ses parts au Fletcher assez rapidement et commence à faire encore des achats au sud où il s'associe à d'autres, un Bissell, un autre Ross qui semble pas un proche parent, et pour faire un nouveau grand secteur d'exploitation du bois au sud qui correspond à un ancien secteur déjà pour le moment largement exploité par la BAC. Et ils vont eux-mêmes avoir un nouveau moulin ici en bordure du lac Magog et reprennent la scierie de la BAC qui ferme en 1911, mais elle est remplacée par Moulin-Sy et usine de pâte à papier ici en bordure de la Saint-François, qui peut être desservie soit par des bio amenés par la rivière Magog puis transbordés, ou carrément mis sur des wagons le long du rail qui ici borde par exemple la rivière, le lac Magog depuis les années 1880. Près de ces Ross et Bissell qui étaient ici en violet, on trouve ici des lots vendus par la BAC à des charrets, deux frères Charret, qui sont des jobbers, c'est-à-dire des sous-traitants qui organisent des chantiers de coupe. Et un plus à l'est dernier, ce sont les marchands de bois, un Thomas de Sherbrooke, qui va céder ensuite à un autre marchand de bois. Alors voilà, on est probablement à un sommet dans l'exploitation du bois dans notre carré d'études pour les résineux qu'on exploite depuis les années 30, principalement pin et épinette, mais aussi en 1913, de plus en plus pour les bois francs, érable, hêtre, tilleul, merisier, donc bouleau jaune, etc. Et aussi bois de pâte. Il y a des importantes installations de production de pâte à bois ou même de papier à Brompton, Windsor et pâte à Sherbrooke qui est vendue, par exemple, à des Américains, et ainsi de suite. Donc, il y a maintenant trois marchés. Le marché de sciage de résineux, le marché de sciage de bois franc et le marché de la pâte à bois. Le bois à pâte, pardon. Et bien entendu, on a notre secteur ici qui n'a pas une couleur particulière, sinon d'être jaune et blanche. C'est-à-dire qu'en jaune, ce sont les zones de Cherry River ici qui sont défrichées, cultivées, utilisées en pâturage. Et les zones blanches correspondent à des zones forestières qui appartiennent aux habitants de Cherry River, d'arrivement généralement dûment propriétaires de leurs terres. Ce qui est vrai là, l'est aussi, par exemple, dans les rangs du nord-est, dans la Saint-Élie d'Orford, comme ça l'est dans des rangs francophones aussi de Brampton, ici. Et comme c'est encore vrai pour des zones plus anciennes de colonisation, comme dans Ascot et dans Stockley ici, dont Bon Secours, dont on a déjà parlé. J'ajouterais aussi, enfin, que dans la partie ouest, on retrouve la compagnie Eastman Lumber d'Eastman qui exploite le bois, dont on a dit qu'il y avait une entente préliminaire pour faire des coupes de bois. Ils sont carrément devenus propriétaires des lots ici qui bordent le lac Stockley et de quelques lots qui bordent le lac Booker. Et ils ont, d'un commun accord avec la compagnie
qui a construit et exploite un chemin de fer ici qui va vers le sud jusqu'au Vermont, et vers le nord jusqu'à Kingsbury, puis ensuite jusqu'à Windsor, ont donc investi dans un petit tronçon qui sert essentiellement à amener des troncs prélevés dans ce secteur-là vers les scieries de Eastman. Je rappelle que l'eau du lac Stockley se déverse vers le nord, donc le flottage n'est pas évident. À partir du lac vers là, il faut sortir les bio du lac pour ensuite les faire descendre. Le chemin de fer aide à cela. 1915, on a ici une image qui va nous montrer le trajectoire suivi par un grand convoi de bois franc pour la Procter Miller. Alors, on se situe, on a le lac Memphremagog, au sud duquel se trouvent les installations industrielles de Procter Miller, le marais de la rivière aux Cerises, le village de Cherry River. On a ici notre ligne de démarcation entre les cantons Magog et Harford. L'étang aux Cerises, la cuvette, le lac à la truite, les têtes des trois grandes branches du réseau des ruisseaux de la rivière aux Cerises qui va se déverser dans le lac, et tout au nord, le lac Fraser. Le convoi en question en 1915 nous est connu à cause d'un bel article dans un article du journal de Sherbrooke qui relate l'événement et qui nous apprend qu'il y a eu un chantier ici dans la section nord, près du lac Fraser, un chantier organisé par des Beaudettes de notre secteur Gendron-Beaudette, disons. La cuisine tenue par des Sullivan, qui sont des gens de Cherry River, ici, à l'extrémité nord de Cherry River, près du lac La Truite, et dont les bois francs, c'est dit dans l'article, sont acheminés par convoi. Donc, il faut un peu les remonter probablement jusqu'à la limite des bassins versants ici, peut-être par petits chargements de quelques bio à la fois, pour ensuite faire des plus gros chargements sur sleigh, sur traîneau, pour être descendu. Tout ça se fait par le vieux chemin Hoyt qu'on a vu en 1837 et descendre par Cherry River jusqu'au lac. Comme il s'agit de bois francs, le flottage en sera difficile. Il ne sera pas sur le lac. Donc, on ne l'amène pas par le ruisseau, dans ce cas-là. On n'amène pas ce bois-là par le ruisseau. On l'amène en sleigh jusqu'au lac. Et là, on le mettra au printemps sur des barges qui vont être tirées par des bateaux à vapeur, plutôt que d'être tirées comme bio par une estacade tirée par un bateau à vapeur. Alors, si on voit le village lui-même, on reconnaît bien la base de l'existence forestière, si on veut, de Cherry River, l'étang aux Cerises, la cuvette, lac à la truite. Des barrages est installés partout, y compris, par exemple, ici, dans le secteur où se trouve aujourd'hui Harford de Musique. Et on avait, dans le cœur du village, ici, le landing de Killiam, le landing étant là où on fait déposer du bois, qui servait notamment à accueillir du bois qui arrivait sur traîneau, amené par les gens des environs, laissé sur le landing de Killiam pour les besoins de Procter Miller, notamment, et principalement sans doute, et amené jusqu'au marais de la rivière aux Cerises. On a ici une extraordinaire photo qui nous vient de la collection de Juanita McKelvey, qu'elle a construit en contactant toutes les familles de Cherry River, étant elle-même une descendante de gens de Cherry River. Et ça nous montre l'arrivée de ces bio-là qui arrivent. Les informateurs de Juanita l'ont mentionné. Ce sont des bio qui arrivent du landing de Killiam à Cherry River et qui sont ici, on l'apprend par les actes notariés, au landing de Martin Baird à l'entrée des marais. On entrevoit ici à l'arrière le chemin couture et tout à fait au fond, le Mont Harford. Les bio arrivent donc, ont été flottés à partir du cœur du village de Cherry River au printemps, amenés en hiver par les habitants du secteur, mais très certainement qu'il y a aussi des groupes de bio qui arrivent directement de la montagne, flottés sur la branche ouest de la rivière aux Cerises, en passant tout droit au village de Cherry River pour arriver directement dans le marais, puis au lac, et de là pour être tirés jusqu'au
aux installations de Protein Miller. Sur la photo, on voit entre autres John Buzzell, très probablement, dont on connaît un peu l'essentiel de cette histoire de l'eau déposée au landing de Killiam pour être ensuite flottée jusque-là. On lui doit beaucoup cette information-là parce qu'il a écrit son journal en 1916-17 où il raconte comment lui et les autres voient à ce flottage-là. C'est un homme dans la soixantaine à ce moment-là. Il est en contremaître, il sait mesurer le bois et il travaille activement avec celui qui est probablement ce personnage-ci, James Oliver, qui est démagogue et qui représente la compagnie Protein Miller pour l'engagement des travailleurs et qui a le journal de 1915 le disait, qui a lui-même vu à l'organisation du grand convoi de bois franc dont on a déjà parlé. Alors ici, on a une vue de la rivière aux Cerises à l'emplacement de Harford Music, qui se trouverait là où on voit ici une maison de McKelvey. C'est aussi une photo qui vient de la collection montée par Juanita McKelvey avec l'aide de nombreuses familles. Et on voit bien des bios de bonne dimension qui descendent le ruisseau à cet endroit-là. C'est une photo de la Mauricie qui nous montre un peu le type de barrage et d'écluse qui était fait pour contrôler le niveau du marais ou du lac où on accumulait les bio en hiver et contrôler évidemment la sortie au printemps. L'eau qui était déversée qui accompagne les bio aide évidemment au flottage tout au long du ruisseau pendant la descente. Retour à Cherry River pour une photo de sleigh, de traîneaux, qui pouvaient aussi bien être des traîneaux amenés d'un lieu de coupe jusqu'à un marais ou un lac avant d'être flottés, ou encore des bio amenés jusqu'au cœur du village pour attendre d'être flottés au printemps, ou enfin des bio amenés directement du lieu de coupe à un lieu central de regroupement, puis ensuite directement encore en sleigh jusqu'au lac Memphremagog, surtout dans le cas des bois francs. Si on avance jusqu'en 1931, on voit ici la situation sur une carte qui représente le canton de Sherbrooke. Donc, on voit une partie, la partie tracée en rouge, en noir, c'est un ajout qu'on a fait qui correspond à notre canton de 1801 de départ, à notre ligne de démarcation, donc à notre carré d'analyse. Et dans ce carré, on trouve encore des couleurs, mais moins, on va voir pourquoi. Parmi les couleurs, il y a le vert de Williamson et Crombie, qui ont donc le même territoire qu'ils ont tel qu'agrandi en 1899. Mais en 1931, c'est fermé, c'est-à-dire qu'ils sont toujours propriétaires, mais leur moulin à cive de Kingsbury est fermé depuis 1928, donc avant la crise. Et selon Derek Booth, qui a fait une importante thèse de doctorat déposée en 1971 sur l'exploitation forestière de la région, selon lui, donc, la fermeture des moulins de Williamson et Crombie était dû à l'épuisement des ressources. Après avoir épuisé les résineux, probablement aussi les bois francs, en 28, ils ont fermé en attendant de la régénérescence ou la vente des lots. En rouge, on voit Protein Miller aussi avec leur territoire à peu près tel qu'acquis et agrandi jusqu'en 1903-1908 jusqu'au lac Fraser ici. Les lots 12 et 13 ont été, quant à eux, on l'a dit, tous cédés à des habitants qui s'y sont installés. Mais le territoire de Protein Miller, de la montagne, Montchauve et du secteur entre Cherry River et Lac Fraser est resté leur propriété. En 1930, en janvier 1930, il y a un article de journal qui est paru qui faisait état d'un problème de temps trop doux. Les ruisseaux ne gelaient pas, ce qui rendait difficile de faire glisser les bio sur les petits ruisseaux pour les amener à des ruisseaux plus importants pour être flottés ou pour franchir les ruisseaux quand il fallait sur sleigh faire des trajets horizontaux, par exemple, au pied de la montagne. Il est en mis à ça, d'où la présence de cet article de janvier 1930 qui fait état de heavy cut de bio, de bois. Sans trop spécifier si c'est résineux ou bois dur, il est question de bois à pâte,
soit par d'autres producteurs, d'autres propriétaires qui vendraient à des usines de pâte, ou que Prouty Miller eux-mêmes vendent à d'autres de bois à pâte, parce qu'on ne leur connaît pas l'usine de pâte. Quoi qu'il en soit, l'essentiel, c'est pour dire qu'en janvier 1930, il y avait encore une bonne activité, difficile à chiffrer, dans ce secteur-ci, au pied du mont Fred et près du lac à la Truite. Et en décembre 1930 de la même année, on sait ce qui s'est passé en 29 et donc la crise et ses conséquences apparaissent. Un autre article dans décembre 1930 nous apprend quant à lui que tous les chantiers vont être fermés pendant l'hiver 30-31 et qu'il faut créer de l'emploi pour les chômeurs, ce à quoi va aider des travaux sur la vieille route de la Balque dans Hartford, notamment. Mais l'essentiel pour nous, c'est d'apprendre qu'en janvier 1930, on avait encore des heavy cuts de bois et qu'en décembre 1930, on annonce que l'hiver 30-31 sera à peu près mort pour la coupe de bois. Alors, on a des données, disons, contradictoires de Reaction et Crombie qui aurait fermé son bois étant épuisé, alors que Prouty Miller aurait encore des réserves, mais on ignore leur importance. Or, ce qui est arrivé pour toute cette zone-ci qui était en brun et en violette et en vert foncé ici avec les charrets, toute cette zone-là, donc, a fait l'objet de transactions étonnantes et importantes dès 1917. En 1912, il faut dire que les Fletcher, ici au nord, avaient déjà vendu des droits de coupe importants à une compagnie papetière leur permettant de couper à peu près tout ce qu'ils voulaient en quelques années. Donc, il n'allait pas rester beaucoup de sortes d'arbres, mais c'était quand même des essences spécifiées. Il pouvait rester d'autres essences, bien entendu. Mais ça, c'était en 1912, c'était une entente de 5 ans. À l'échéance de cette entente-là, en 1917, les Fletcher achètent tout ce qui jusque-là appartenait encore à Ross, Bissell, Ross, ici au sud, mais dans le but de faire un grand ensemble qu'ils échangent dès l'année 1917 avec le gouvernement, donc avec la couronne, pour le double en superficie de l'eau forestier de la Mauricie. Et ils cèdent cette vaste section d'Hartford à la couronne pour que cette dernière, c'est dit dans l'acte, relance la colonisation dans le secteur, ce qui est assez étonnant. Les Charrets ici, d'ailleurs, Veuve Charret commence à vendre des lots elle-même dans les années 20 à des particuliers dans la foulée de ce nouveau mouvement de colonisation. Alors, on voit ici, en 1945, une zone au nord du lac Montjoie, en fait, 3 sous-zones, un rang ici, un autre là, et un autre ici en biais qui est plutôt dans Brampton, en fait, mais qui faisait partie du même ensemble de projets de nouvelle colonisation par le gouvernement du Québec. Et on voit aussi que ça a marché. La chronologie devrait en être établie, mais ce qu'on sait, c'est que dans toute la partie nord du secteur qui nous intéresse, donc pour ce qu'on voit ici notamment, tous les lots ont fait l'objet de nouveaux cadastres en 1930. Les lots d'origine, qui étaient des lots de 200 heures, ont été réduits à 100 heures notamment. On peut penser que le gros de la colonisation que l'on voit là en 1945 peut avoir été un fait des années 30 plutôt que des années 20, mais ce sera encore à voir. Ce qui est certain, c'est que dès 1917, le mouvement a été amorcé et c'est possible que si l'échange a eu lieu, si le mouvement a été amorcé de la sorte, c'est que dès 1917, l'épuisement de la plupart des essences très en demande fait en sorte que l'idée d'une relance de colonisation a pu prendre jour. Alors, on voit ici à droite en 2015 que c'était peut-être pas l'idéal d'un point de vue agricole, puisque, par exemple, le long de ces 2 rangs-là, au nord du lac Montjoie, on voit encore les traces des installations agricoles, mais à peine. Et le bois a beaucoup repris ses droits. Si on descend en voiture la route 249, par exemple, qui traverse du nord au sud de l'ancien canton, on remarque que c'est le paysage est assez semblable jusqu'à la limite sud de notre secteur d'études. Donc, on peut penser que dans l'ensemble, le sort est le même. C'est-à-dire, on le voit ici,
La zone qu'on vient de regarder de plus près se trouve ici et la 249 se trouve ici jusqu'au sud. Et on voit bien que ce n'est pas le Brompton agricole qu'on peut voir ici, ni les rangs 5, 6, 7 de Saint-Élie, ni même les rangs 12, 13 de Cherry River, que l'activité agricole n'a pas la même prise, si on veut, dans cette zone de relance tardive de colonisation. Changement d'éclairage sur moi pour aborder sur l'image le trait rouge qui montre le pourtour de l'actuelle municipalité du canton d'Harford. En vert, on voit le parc du mont Harford, créé de 1939 à 1941, puis agrandi dans les années 1970, en majeure partie à partir de la grande propriété de Prouty Miller de Newport et de terres de ménage de Cherry River. Avant de conclure, on va faire un petit retour en arrière pour un bref survol des moulins locaux qui s'approvisionnaient aussi dans la forêt d'Harford. Alors, le plan de 1853 qu'on a déjà vu, dans le secteur nord-ouest ici, dès la fin des années 1840, un Booker ouvre un petit moulin-ci pour les besoins locaux des gens qui s'installent. Il va donner son nom au lac Booker, évidemment. Plus à l'est, un autre petit moulin est ouvert sur le ruisseau qui relie le lac Fraser au lac Brompton pour les besoins de l'autre secteur qui est alors en développement. Plus au sud, près du ménage Hoyt Rider, le recensement de 1852 nous révèle la présence d'un camp de bûcherons, francophone pour la plupart, qui travaille près de la montagne de toute évidence. Et une autre source nous indique que ce camp de bûcherons-là répondra aux besoins d'un Hoyt de Magog pour un moulin à scie. Alors, il faut qu'ils paient des droits de coupe soit à la Balque ou au Felton, qui possède encore la montagne à ce moment-là. En 1871, les Hoyt achètent une série de 3 demi-lots ici, en bois debout, pour desservir de toute évidence encore leur moulin, vendu peu après. Mais en 71, ce moulin-là, avec 2 autres, ensemble, font une production qui est l'équivalente de celle de la Balque à Sherbrooke. C'est donc important. Mais on n'en connaît pas exactement les sources d'approvisionnement, possiblement des droits de coupe à la Balque, des bio achetés à des premiers occupants de Cherry River et fort probablement aussi à des cultivateurs du canton de Magog. Dans le territoire même d'Harford, notre secteur sud-ouest a toujours son moulin, qui est passé aux mains de George Bonelli lui-même, qui s'occupe de tout le développement du secteur pour la Balque pendant quelques années. Ensuite, reste à la famille en 1871, même si les Bonelli ont quitté le secteur. L'autre moulin, près du lac Brompton, est fermé, évidemment, dans la foulée de la disparition comme secteur de colonisation de la zone adjacente. Dans Cherry River même, en 1971, il n'y a toujours pas de moulin à scie, mais il y a un tub shop, une petite fabrique de contenants, de cuves et autres contenants de bois, ouvert par la famille Buzzell, arrivée au début des années 1860, et qui va rester ouvert jusqu'à la fin du siècle et même au-delà. Quand ce sera vendu à la fin du siècle, il y aura un lien spécifique mentionné dans l'acte de vente avec un demi-lot de terre à bois près de la montagne. Les Buzzell vont par ailleurs ouvrir en 1973, cette fois-là, un moulin à scie à l'intersection de la rivière aux Cerises, sa branche de l'ouest, et de l'actuel chemin Courtemanche. Ce moulin-là va être vendu à la fin du siècle à des Mitson qui vont l'exploiter encore au 20e siècle. Plus tard, en 1893, un petit-fils Buzzell ouvre un deuxième moulin à scie sur l'autre branche de la rivière aux Cerises, à l'intersection cette fois de cette branche-là, de la branche de l'Est, avec l'actuel chemin Baisse, à l'endroit le plus bas du chemin, quand on se rend vers le rang 13.
ce moulin-là dessert aussi probablement au même titre que le premier des Bossuls, des besoins locaux. Très souvent, ce sont des cultivateurs de Cherry River qui amènent leur bio pour les faire scier pour leurs propres besoins, mais c'est probable que les deux moulins vendent aussi du bois acheté à des cultivateurs du secteur probablement également. Au début du 20e siècle, ce deuxième moulin est vendu au Fletcher qui possède des grandes entreprises, dont on a parlé, plus au nord, et qui va rester ouvert jusqu'en 1922. On connaît mal ces sources d'approvisionnement, sauf pour le fait que quand ils achètent, la vente comprend des droits de coupe sur une terre qui appartient à Mary Jane Ryder, veuve Cox, un petit peu plus à l'ouest. Pour la distribution, on ne sait pas dans quelle mesure le bois qui est coupé là répond toujours aux besoins locaux ou, dans une certaine mesure, est intégré au système de distribution des Fletcher. Le moulin va être fermé en 22, celui de 1922, le premier des Bossuls, le sera au tout début des années 30. Cette photographie, qui provient aussi de la collection de Juanita McKelvey, était une gracieuseté de Lillian Whitehead. Revenons à notre plan de 1913 pour compléter notre tour d'horizon. En fait, on voit la situation telle qu'en place depuis les dernières ventes de la Balque aux grandes forestières du secteur. Et peu de choses vont changer jusqu'en 1917, alors que deux forestières vont céder la place à une nouvelle colonisation. On a donc le portrait de la situation de 1909 à 1917. Pendant ces années-là, trois réalités différentes se superposent. D'une part, on a ce qui est un apogée probable de la production forestière du secteur en termes de quantité de bois, tout type de bois confondu. En même temps qu'on a un certain déclin dû à l'épuisement de certaines essences. Il y a aussi des réalités nouvelles ou des phénomènes en croissance dans le monde de l'industrie du bois qui changent la donne. La réalité est complexe également dans le réseau des moulins. Hormidas-Boissé, qui est en action en 1917 dans le secteur Bonali, va rester en place jusqu'en 1930 et même bien au-delà, avec un réseau de distribution qui allait bien au-delà des besoins locaux. Un autre moulin va aussi être ouvert dans ce secteur-là de 1920 à 1936. À Cherry River, nos deux moulins, en action en 1917, vont fermer, on l'a vu respectivement en 1922 et au début des années 30. En 17 également, à Magog, deux importantes scieries sont en fonction, bien situées, l'une en bordure du lac Memphremagog, qui va rester en place au-delà de la Deuxième Guerre mondiale, et une autre à l'embouchure du Ruisseau Rouge. Près du lac Magog, deux autres moulins sont en action en 1917. À Sherbrooke, il n'y en a plus de grandes scieries en 1917, mais d'autres entreprises sont de grandes consommatrices de bois, dont deux importantes fabriques de portes et fenêtres et une fabrique de bobines, de bois pour les besoins de l'industrie textile. Revenons un moment à nos grandes forestières qui sont toujours en action en 1917, Williamson et Crombie au nord, qui vont rester ouverts, dont les moulins Kingsbury vont rester ouverts jusqu'en 1928, au moment de leur fermeture. Broughton Miller de Newport restent quant à eux actifs dans le secteur au moins jusqu'en 1930 et jusqu'aux limites de leur lot forestier, tout en étant toujours à ce moment-là des acheteurs importants pour les agriculteurs du secteur qui ont des bio de bois à vendre. Ces derniers ont d'ailleurs un nouveau client important qui apparaît, c'est la Dominion Textile qui, au tournant des années 20, ouvre une nouvelle usine, une fabrique de navettes, de bobines de bois également, comme à Sherbrooke, de navettes de bois et d'autres composantes en bois qui sont nécessaires pour l'industrie textile. Cette fabrique-là va employer 250 personnes en 1924 et on dit en 1925 dans un article de journal que c'est la plus importante fabrique du genre au Canada. C'est donc un débouché important pour les gens du secteur qui ont du bois à vendre. En 1921,
plus largement, l'ensemble des agriculteurs des anciens cantons de Dartford et de Ascot produisent plus de bois de sciage et de bois à pâte qu'en 1911. En fait, les années 10 ont été très bonnes pour eux et malheureusement, le crash de 29 va faire en sorte que le recensement de 1931 révèle une chute drastique de ces deux productions-là pour les agriculteurs des deux secteurs. Mais on ne sait pas quelle était la situation au cours des années 20 entre le recensement de 21 et 31. On peut penser que la situation était relativement bonne et que, dans le fond, c'est vraiment la crise de 1930 qui crée un ralentissement profond pour les agriculteurs comme pour le reste de l'industrie. Ce qui complète notre tour d'horizon. Deux sujets importants ont été à peine effleurés aujourd'hui, celui des données financières des entreprises forestières et des conditions de vie des gens qui travaillaient dans l'industrie forestière. Ça pourrait être l'occasion d'autres rencontres, qui sait. Par ailleurs, à plus court terme, le journal de John Buzzell, écrit en 1916-1917, qui était une source importante d'informations pour nous, a été mis à la disposition de la société par Wallace Moffett. Il a été transcrit et analysé par Alan Albright et Jane Jensen de la société et seront bientôt en ligne sur le site de la société, au même titre que la conférence à laquelle vous venez d'assister. Sur ce, je vous remercie beaucoup d'avoir été là. À une prochaine peut-être.